Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo au menu de la semaine, notre nouveau point culture où je veux te partager quelques recommandations pour la semaine si jamais tu cherches quoi regarder. A.K.A. hein, le menu de la semaine que je t'avais présenté la dernière fois, je viens t'aider à mettre directement en application et à te cultiver. Je te partagerai du coup 3 documentaires, 3 inspirations documentaires, 2 films et puis un livre. On va commencer déjà comme ça. En ce qui concerne les films, c'est plutôt des films vintage que j'ai vus. En tout cas, moi, je travaille ma culture cinématographique, rappelle-toi, je te le disais également. Donc, je te partagerai juste des films vintage. Donc, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. C'est pourquoi on a un peu de discussion. Alors, on commence directement avec les documentaires. Donc, j'en ai 3. Le but, c'est de te présenter un documentaire sociétal, un documentaire un peu historique et un documentaire fan voyage pour avoir mixé un peu les goûts. Commençons par le documentaire société que je veux te présenter, à savoir La fabrique de l'ignorance. Je crois que c'est un des premiers documentaires qui m'a révolutionné. Oui, qui m'a révolutionné et que je voudrais que tout le monde puisse voir ce documentaire. D'où pourquoi je te le partage. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite énormément, vraiment, regarde ce documentaire. Il a été fait par Arte, il date déjà, je l'avais regardé je crois déjà en 2020 ou 2021, au pic, tu te rappelles, et ça m'a ouvert les yeux. Alors, le prémisse de ce documentaire, c'est de venir nous expliquer qu'on peut dire tout ce qu'on veut à la science. Voilà. Moi, quand j'avais regardé ce documentaire, il m'avait personnellement choquée. Parce que je faisais partie de ceux qui avaient confiance à la science. J'ai confiance aux autorités. En tant que jeune femme naïve de mon époque, je ne pensais pas que nos autorités voudraient nous tuer. Je ne pensais pas que ceux qui sont au-dessus de nous voudraient notre perte. Pour moi, c'était inconcevable. Puisque, après tout, on les a élus. Ils sont censés être du même pays que nous. Donc, pour moi, les autorités que nous avions mis en place aux postes sur lesquels ils se trouvent, que nous pensions avoir mis en place, avaient les intérêts premiers de leur pays, ce qui est normal quand on voit ce qui se passe avec la Chine, avec les États-Unis. Les intérêts du pays, ou la Russie, les intérêts du pays priment avant les intérêts internationaux. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. On peut vérifier, critiquer. Et c'est comme ça, normalement, que les autorités d'un pays devraient gérer les choses. Et donc pour moi, par rapport à tout ce qui se faisait, la science était un allié incorruptible. Puisque la science est là quand même pour nous expliquer, on fait une expérience et puis on a un résultat d'expérience. Et par rapport aux résultats que nous aurons, on peut justement apprécier les résultats qui nous ont été donnés et les prendre en compte comme oui et amen. Sauf que non. Et ce documentaire va prendre le temps de nous expliquer comment on peut faire dire ce qu'on veut à la science. Écoutez, moi je vais vous dire, pour prouver que quelque chose existe ou n'existe pas, je vous fabrique le protocole qui permettra de le faire à coup sûr. Nul n'est mieux placé qu'un défenseur de la science pour expliquer ce qui la rend vulnérable. Ah, il faut être un peu du métier, il faut connaître un peu les trucs. Mais vraiment, j'aurais aucun mal à vous fabriquer un protocole. Vous me dites par exemple, je veux montrer que la poudre de perlimpinpin donne des ulcères de l'estomac. Ah bah, je peux vous faire un protocole où je suis absolument certain de trouver ce résultat. Et c'est pour ça que le protocole doit être bien fait et qu'il doit être jugé par des gens indépendants. Tout le monde n'est pas au même niveau. Je sais qu'il y en a qui sont déjà très éveillés, très woke sur ce sujet-là. Mais moi, à mon époque, quand j'ai regardé ce documentaire, je ne savais pas. Moi, j'avais entièrement confiance quand quand on va regarder BFM TV, ou en tout cas, peu importe, qui nous sort une étude nous dit ceci, une étude nous dit cela, machin, machin. Moi, je prenais pour argent comptant ce qui était dit. Parce après tout, une étude a été faite. Avec des noms de médecins, avec des noms de chercheurs, avec des noms de physiciens, tout ce qu'on peut avoir, avec des noms de gros laboratoires. Donc pour moi, c'était un gage de véracité. Sauf que, non. Et je crois qu'on s'en rend compte aujourd'hui. Pas tout le monde malheureusement, mais pour ceux qui ont suivi un peu minutieusement l'épopée de ce qui s'est passé en 2020, et la continuité, on peut bien se rendre compte qu'il y a des choses qui clochaient énormément. Qu'on ne peut plus avoir confiance en ce qu'on appelle la science comme on le faisait auparavant. Parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut à la science. Et dans le documentaire, on part sur l'industrie du tabac, comment l'industrie du tabac a utilisé la science à son avantage, alors que les premiers retours d'expérience étaient en train de nous dire que le tabac était un gros facteur de risque sur le cancer. Aujourd'hui, on le sait, aujourd'hui c'est une évidence pour nous, mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas.
Dans les années 50, ce n'était pas le cas. Et l'industrie du tabac a fait mariner la chose, a continué à pomper grâce à quoi? Grâce à la science. L'utilisation manifeste de la science contre la science est un véritable tournant. Investir dans la recherche scientifique pour discréditer la science, c'est un renversement. Cette décision, comment l'ont-ils mise en œuvre? Ils ont financé ce que j'appelle des recherches de diversion. L'idée, par exemple, c'était de financer des recherches sur la relation entre le radon et le cancer du poumon, ou entre l'amiante et le cancer du poumon. Et c'est là que ça devient à la fois malin et malsain. Parce que c'est vrai, radon et amiante provoquent bien le cancer. Mais leur but n'était pas de prévenir le cancer, c'était de détourner l'attention du tabac. Et voici une phrase qui m'a ouvert les yeux, qui est dit « Le doute est notre produit ». Voilà ce que l'industrie du tabac a dit. Le doute est notre produit. Donc aujourd'hui, c'est la même stratégie. Quand on va dire une chose, de nouvelles des études scientifiques vont sortir pour venir nous dire le contraire. Donc, ce qui fait que l'individu lambda, nous sommes perdus au milieu. En fait, on ne sait plus. C'est qui dit oui, c'est qui dit... Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, on ne sait plus. Et c'est fait à bon escient. C'est fait volontairement, consciencieusement, afin de nous perturber et de nous empêcher de voir quel est le vrai mal. Donc, si je te prends quelques citations, vraiment que j'ai notées, la stratégie n'est pas de rendre les produits plus sûrs, mais de confondre le public, d'introduire le doute. Notre produit est le doute. Il suffit d'introduire le doute pour gagner. La confusion est leur jeu. Ce que l'industrie du tabac a utilisé dans les années 50, aujourd'hui, Big Pharma continue à l'utiliser. Quand on va se rendre compte que, oh, le sucre c'est trop, ben, de nombreuses études scientifiques vont sortir pour nous dire que, mais il n'y a pas que le sucre, il y a également, peut-être c'est le gras, peut-être c'est ceci, donc on est complètement noyé. Les algues vertes pourraient proliférer du fait des nitrates issus de l'élevage. Aussitôt, on montre du doigt les rejets des villes. L'abus de sucre pourrait provoquer des maladies cardiovasculaires. On accuse le gras dans l'alimentation. Les insecticides sont soupçonnés de tuer des abeilles. On désigne des parasites et autres pathogènes naturels. Pour nous, citoyens consommateurs, c'est un éternel recommencement. Une substance est suspectée, des batailles d'experts s'engagent et des industries profitent de la confusion. Plus les industries empêchent l'émergence d'un consensus scientifique, plus il leur est facile de lutter contre les poursuites judiciaires et contre la réglementation. Donc je t'invite vraiment à regarder ce documentaire. Moi, il m'a mené à la conclusion de savoir, à chaque fois maintenant quand je regarde quelque chose, peu importe la source, c'est la question à qui est-ce que ça profite. Voilà, ce documentaire m'a vraiment amené à désirer travailler mon esprit critique. Personne ne voudra autant ton bien que toi-même. Personne n'a tes intérêts à cœur, personne. Je te le dis, personne. Pas beaucoup, en tout cas, pas beaucoup de monde. En tant que chrétien, je dirais qu'il n'y a que Jésus. Mais le monde tel qu'il est fait aujourd'hui est fait de lobbying, est fait de pouvoir. C'est l'argent qui fait tourner les choses. Donc, moi, je me suis dit, à la suite de ce documentaire, quand je regarde maintenant quelque chose, la première question à me poser, c'est à qui est-ce que ça profite? À l'État, à l'individu lambda, au peuple ou à un lobbying, à une industrie? Voilà, et c'est ça qui m'a vraiment amené à regarder, à me plonger dans les documentaires parce que je me suis dit, mais en fait, il faut que je sache parce que l'ignorance est véritablement un péché. Oui, aujourd'hui, l'ignorance est utilisée malheureusement à notre désavantage, nous, le peuple commun. Il faut avoir l'information. Donc, je t'invite, tu vois, j'ai passé beaucoup de temps parce que c'est un documentaire qui a pour moi été la fondation de beaucoup de choses. Donc, je t'invite véritablement à le regarder. Je te mettrai un lien. Je l'ai trouvé en ligne. Malheureusement, Arte supprime souvent ces documentaires. Donc, je te mettrai en ligne où tu peux aller sur la page Arte pour voilà, payer le documentaire. Mais sinon, je te mettrai le lien que j'ai trouvé en description. Deuxième documentaire, donc un peu historique. On passe sur la vérité sur le franc CFA avec Madame Grandeur Noire, qui est sur YouTube. Et c'est un documentaire qui m'a particulièrement marqué, particulièrement touchée en tant qu'Africaine, en tant que descendante africaine, en tant que femme noire d'origine africaine, en tant que camerounaise, parce que je ne comprenais pas. Vous savez, j'ai compris que parfois on trouve certains individus extrémistes dans leurs actions, mais j'ai compris que c'est parce qu'on n'est pas tous au même niveau d'information. Voilà.
L'information est la clé. Il y en a qui vont, voilà, quand Kémy Séba avait brûlé le billet de franc CFA, quand il a commencé à être vraiment anti-France, quand on voit en Afrique ce mouvement de révolte contre la France, souvent quand on se trouve en France et qu'on n'est pas d'origine africaine, on peut se dire, mais quelle ingratitude, on peut ne pas comprendre cette révolte qui se passe dans les autres pays parce qu'on n'a pas les informations, parce qu'on nous a biberonné avec une certaine phase de l'histoire, une certaine portion de l'histoire, une certaine tournure de l'histoire. Après tout, comme on dit, c'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Donc dans ce documentaire, Grandeur Noire va prendre le temps de nous expliquer en quoi le franc CFA est réellement toxique pour les populations. On a tendance toujours à nous dire que si les pays sont sous-développés, c'est à cause de la corruption des dirigeants, c'est à cause du mauvais gouvernement, c'est à cause du pays. En tout cas, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Bien évidemment, la corruption y joue énormément, mais on se dira, où n'y a-t-il pas de corruption? Hein, nous sommes en France, pour ceux qui sont en France, et on le voit aujourd'hui, hein, c'est plus caché, c'est limite comme voilà, les pays d'avant. Avant, on se disait, au moins ici c'était mieux, mais aujourd'hui, bon, c'est une discussion pour un autre jour. Mais on va se rendre compte que l'état de sous-développement de certains pays n'est pas juste dû à la mauvaise gestion par les autorités, mais le mécanisme même du franc CFA fait qu'il est complètement impossible. En fait, c'est un mécanisme aberrant. Oui, c'est aberrant. Déjà, de base, que la monnaie d'un pays soit frappée dans un autre pays, ok, je comprenais que c'était pas normal. Mais quand j'ai écouté ce documentaire, il m'a ouvert les yeux sur l'absurdité, sur la méchanceté de ce système qui perdure, malgré que l'empire colonial ait normalement été aboli il y a longtemps. Voilà. Donc, je t'invite vivement à regarder ce documentaire. C'est bien de savoir, de comprendre, même si ce n'est pas directement lié à nous, les enjeux qui se passent ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Les enjeux nous touchent. Et pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont en Europe, ce qui se passe en Afrique, ah oui, nous impacte. Hein, aujourd'hui, on va parler de la crise migratoire, mais c'est ce qui s'est passé en Libye qui a causé tout cela. Donc, on peut plus juste rester dans notre petit cocon et dire que non. Je t'invite vivement à élargir un peu si jamais tu ne t'es jamais posé la question. Oh, c'est beaucoup de jamais. Sur le franc CFA, sur pourquoi il y avait une telle animosité, pourquoi certains ont l'impression, on a l'impression qu'ils sont ingrats. Oh, la France, voilà, tout le discours qu'on nous a pompé. Donc, regarde vivement pour comprendre pourquoi il est autant injuste et pourquoi c'est véritablement méchant ce qui se passe avec le franc CFA. Donc, je t'invite à le regarder. Grandeur Noire, la vérité sur le franc CFA. Troisième documentaire, maintenant on est un peu plus fun, un peu plus relax, et je vais t'inviter à regarder le Transsibérien des trains pas comme les autres, qui est sur la chaîne Voyage autour du monde, Voyage du bout du monde, autour du monde ou du bout du monde, je sais, à chaque fois Voyage du bout du monde, c'est Voyage du bout du monde. Alors, c'est peut-être que tu connais déjà ce type de documentaire là, où on va prendre différents trains, voilà les trains dans certains pays, dans des trains mythiques, des trains exceptionnels, des trains différents, des trajets, voilà, ferroviaires différents. Et moi, je suis vraiment une très grande fan du Transsibérien. Oui, avant que ce qui se passe, voilà, moi ça n'a pas changé pour moi. Et je crois que ce documentaire sera intéressant pour chacun d'entre nous pour voir un autre visage, un autre visage, une autre facette de la Russie. Aujourd'hui, la Russie nous est dépeinte de cette manière avec son gérant, son président, mais le peuple russe a une certaine identité, a une certaine âme, a une certaine culture, et ce documentaire nous emmène un peu voyager auprès du peuple normal, du peuple lambda, et puis on va s'arrêter dans certaines villes, et puis on nous fait connaître quel est ce mythique train. Moi, c'est un documentaire qui me fascine, parce que c'est un train, c'est un voyage que j'ai vraiment envie de faire. Moi, je suis fan de certains trajets ferroviaires, comme l'Orient Express, ce genre de train-là. Et donc, en fait, le Transsibérien, c'est une ligne ferroviaire. Ce n'est pas un seul train, c'est plusieurs trains, mais une ligne ferroviaire qui va traverser la Russie, la Sibérie, la Mongolie pour arriver en Chine. Donc, normalement, il part de Moscou pour arriver jusqu'à Pékin. Et tout au long, il y aura différents arrêts sur différentes villes où, du coup, le journaliste va nous partager un peu le quotidien assez particulier, assez atypique de certaines personnes. Donc, je t'invite, si jamais tu ne connaissais pas et que tu veux explorer autre chose, ouvrir un peu ta curiosité. Il date un peu, mais il n'en perd pas son charme. Donc, Transsibérien, des trains pas comme les autres, je te le conseille vivement. Je suis biaisée parce que voilà. J'aime. Voilà, je trouve que la Russie est un magnifique pays.
C'est un pays somptueux, avec une si grande histoire, une histoire fabuleuse. Je la connais pas spécifiquement, mais même juste architecturale, ce qui s'est passé. Bref, j'aimerais beaucoup me documenter. Et le Transsibérien, c'est déjà un des premiers trains que j'aimerais faire. Donc, voilà. Et on passe maintenant à la catégorie film, où j'ai 2 films vintage à te partager. Le premier, c'est une comédie romantique de 1h34 de 1954, à savoir Comment épouser un millionnaire, avec comme actrice principale, on a Marilyn Monroe, on a Lorraine Bacall et on a Betty Grable. En tout cas, le résumé, c'est 3 mannequins new-yorkais prennent la décision de tout mettre en œuvre afin d'épouser chacune un millionnaire. Bon, il est fun. Et les fans, j'ai vraiment kiffé. C'était un des premiers films que je regardais de Marilyn Monroe, parce que moi personnellement, à chaque fois j'entends parler d'elle, mais je ne connaissais rien d'elle à part Marilyn Monroe, la bimbo, avec les différentes affiches, les différentes photos. Donc moi je me suis dit que j'aimerais vraiment beaucoup regarder les films vintage, ces films classiques là. Et j'ai commencé par celui-là qui est une magnifique comédie romantique. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai aimé, ça fait passer le temps, c'est doux, c'est simple, sans prise de tête, puisque les prémices, hein, c'est que ces 2 mannequins, elles sont fauchées. Et elle décide de prendre un appartement dans un hôtel très luxueux pour se donner le maximum de chances de choper un millionnaire. Et bien évidemment, chacune a ses particularités, chacune a son caractère. Et bien évidemment, Marilyn Monroe, elle est somptueuse dans ce film. Elle est vraiment ravissante dans ce film. Et je crois que ce film, on peut le prendre de 2 côtés. Parce qu'aujourd'hui, dans l'ère du temps où on est, pour ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, il y a une très grande discussion sur le patriarcat. Non, c'est pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais plutôt sur la question du 50-50, épouser... high value man, voilà, l'homme doit tout prendre en charge, bref, il y a des discussions, voilà, les réseaux sociaux, internet polarise toujours. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec ce film, c'est qu'on peut le prendre de 2 côtés, parce que ça peut entrer dans une apologie au patriarcat, comme un film totalement féministe, parce qu'au final, c'est 3 femmes qui décident de prendre leur destin en main, et elles ont décidé que la meilleure manière pour elles, qu'elles avaient trouvé, c'était d'épouser un millionnaire, et elles allaient mettre tout en place pour y arriver. Donc, soit on peut se dire que les femmes n'avaient pas le choix, et donc elles sont arrivées, donc l'apologie du patriarcat. Donc, on peut lire dans les deux sens, le film se vaut, mais c'est léger. Moi, je le lis vraiment aujourd'hui par rapport à nous, qui nous trouvons dans une génération complètement différente. Et on passe un très bon moment. Franchement, c'est drôle, c'est fun, c'est léger. Je te le conseille. Et puis, les décors. Moi, j'aime beaucoup les décors d'antan, la mode, pour ceux qui aiment un peu la mode, avec les tenues d'antan. Moi, j'aime particulièrement, donc je te le conseille. J'ai quelques citations qui m'ont fait beaucoup rire, et je crois que tu as déjà lu, et je savais pas que c'était dans ce film-là. Et il y a la citation qui dit crois-tu vraiment, sérieusement, qu'avoir de l'argent nous apporte du bonheur? Comme on dit, l'argent ne fait pas de bonheur. Et une des filles dit non, mais je dois dire que ça ne me déprime pas automatiquement non plus. Voilà, ça n'apporte pas automatiquement le bonheur, mais ça ne me déprime pas automatiquement, donc c'est bien d'avoir de l'argent. Et il y a une qui dit si tu ne l'épouses pas, tu ne l'as pas attrapé et t'as attrapé. Et sur ce coin-là, sur cette citation-là, on entre vraiment dans la discussion qui est en cours, mariage, pas mariage, en tout cas online. Ça, c'est vraiment une question online. Ça, c'est vraiment online. C'est vraiment une question online pour les débats sociétaux, voilà, la manière de penser qui change, qui évolue, la guerre des sexes en ligne. C'est très intéressant. Et ensuite, deuxième film, où là on passe dans une comédie fantastique de science-fiction, à savoir SOS Fantôme, celui de 1984 que je n'avais pas vu. Il dure 1h45, il a été fait par Ivan Reitman. Acteurs principaux, on a Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver. Résumé, Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches sur la parapsychologie. Virés par le doyen de la faculté, ils décident de fonder une société destinée à chasser les revenants. Son nom, SOS Fantôme. Le succès frappe tant et si bien à leur porte qu'ils en sont bientôt à travailler à la chaîne. J'ai mis un 3 sur 5. C'est un classique. Moi, j'ai aimé. C'était simple. Je crois que je l'avais vu quand j'étais beaucoup plus petite, mais je me rappelais absolument pas. Et on passe un bon moment. C'est un peu de gore, mais sans plus. Voilà, ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps. Et je comprends l'attrait. Donc, si tu l'as jamais vu et que tu veux quelque chose un peu différent, essaye SOS Fantôme. À force de l'entendre, peut-être qu'il est temps pour toi de le voir. Voilà, donc pour les sélections films, les 2 films que j'avais, romantiques et puis fantastiques.
Passons maintenant au livre que j'ai à te recommander, dont je veux te parler aujourd'hui, à savoir La Maison du Péril d'Agatha Christie. Oui, encore et encore et encore. Puisque je t'avais déjà dit que c'était le livre que j'avais terminé dans mon bilan de février. Et je t'avais partagé quelques leçons que j'en avais tirées, des leçons de psychologie humaine que j'en avais tirées dans la vidéo correspondante que je mettrai en lien si jamais tu veux la regarder. Pourquoi ce livre m'a tant marqué? C'est déjà au final... déjà, quand tu découvres le meurtrier à la fin, déjà, on ne s'attend absolument pas à ce que ce soit cette personne-là. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que la personne n'est pas encore morte. La victime présupposée n'est pas encore morte. Donc, le but ici, c'est de chercher qui veut la tuer. Or, ce qui rend la chose très complexe, parce que habituellement, dans les policiers, voilà, dans tout ce qui est policier, la personne est déjà morte, et c'est grâce aux indices laissés par le meurtrier, parce qu'il n'y a pas de meurtre parfait, qu'on va trouver le mobile, qu'on va trouver le meurtrier. Or, ici, il n'y a pas encore de meurtre. Le mobile même est très complexe à voir parce qu'il n'y a rien à la maison du péril dont on parle, ne semble pas être une raison valable parce que il n'y a rien, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de fortune. Donc, on est complètement perdu. Mais qui veut tuer Miss Nix? Qui veut la tuer? Donc on se pose la question tout au long du livre. Même Hercule Poirot s'arracherait les cheveux s'il en avait. Mais c'est compliqué. Et moi c'était une deuxième lecture. Et malheureusement je n'ai toujours pas pu trouver qui était le meurtrier. Jusqu'à la fin j'étais paumée. Il y a tellement d'indices, tellement ça peut être potentiellement tel et tout. Elle a fait un chef-d'œuvre. C'est pas son truc le plus populaire. Mais je trouve que c'est un des plus complexes. Moi j'ai trouvé, ayant déjà lu pas mal d'Agatha Christie, parce que par exemple, bon, il y a vraiment un décalage, j'ai lu ça il y a quelques années déjà, franchement, vraiment de nombreuses années que j'avais déjà lu celui-ci, mais par exemple, si je prends en comparaison le meurtre de Roger Ackroyd, si je prends en comparaison par exemple, qu'est-ce que j'ai ici, meurtre en Mésopotamie par exemple, si je prends également... qui d'autre même, je sais plus, ou même voilà, comment ça s'appelle déjà, voyage, meurtre sur l'Orient Express, je me rappelle, je sais qui sont les meurtriers. Maintenant comment, si Roger Ackroyd, je me rappelle parce qu'il m'avait tellement marqué celui-là, il m'avait tellement marqué, donc je sais qui sont les meurtriers, pas forcément tout le déroulé du film, mais je me rappelle malgré les années, parce que je crois que ça doit faire une bonne dizaine d'années, hein, une bonne, ouais, ça fait déjà longtemps que j'avais lu ces livres là, mais sur celui-ci je n'ai pas pu trouver. Donc franchement, je te le conseille. C'est un cozy mystery, voilà, donc c'est chill, il n'y a pas beaucoup d'excitation, donc on passe le temps, on se balade également en Angleterre, puisque la plupart des livres de Agatha Christie sont designés, si on peut dire, sont écrits dans plutôt l'Angleterre, l'Angleterre du peuple, l'Angleterre d'arrière-fond, donc on passe un très très bon moment, donc je te le conseille, un très très bon moment. Si jamais tu veux savoir les leçons que j'en ai tirées, il y a la vidéo correspondante. Et avec ça, voilà ma sélection que j'avais à te proposer. J'espère que tu trouveras quelque chose d'intéressant pour toi dans ton menu de la semaine, si tu peux le rajouter. Dis-moi en commentaire si jamais tu as déjà lu, vu ou vu les documentaires, vu les films que je t'ai partagés, ce que tu en as pensé, est-ce que c'est une bonne sélection? On peut continuer la discussion en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bye, la semaine prochaine. Bye.